Une grande partie de ma vie n'était qu'illusion, a confessé un jour Melissa Gilbert. Cette phrase, lourde de sens, ouvre la porte sur une existence façonnée par des tragédies silencieuses, des combats intérieurs et une quête acharnée de vérité. Pour des millions de téléspectateurs des années 70, la petite maison dans la prairie reste un monument de douceur familiale. Pourtant, derrière le sourire de Laura Ingalls, une enfant de 9 ans propulsée sous les projecteurs, se cachait une réalité bien plus sombre. Pendant plus de 40 ans, Melissa a navigué entre gloire publique et tourments privés, deuil, trahison, addiction, pression hollywoodienne. À 60 ans, elle a quitté Los Angeles pour une cabane rustique dans les Catskills, déclarant à Entertainment Tonight « Ma vie est tellement plus douce aujourd'hui. J'ai oublié la pression, la course, la compétition. » Ce récit en 10 parties et une conclusion explore son chemin de résilience, de réinvention et de vérité retrouvée. De l'enfance manipulée à la sérénité actuelle, suivez le parcours d'une femme qui a brisé le silence pour enfin exister. Les illusions de l'enfance, un labyrinthe de secrets. Née le 8 mai 1964 à Los Angeles, Melissa Helen Gilbert fut adoptée 24 heures après sa venue au monde par Paul Gilbert, comédien burlesque, et Barbara Crane, actrice de seconde zone. Dès le berceau, elle plongea dans l'univers factice d'Hollywood où l'image prime sur l'authenticité. Ses parents adoptifs, figures du show business, construisirent autour d'elle un récit édulcoré. On lui parla d'une mère biologique, ballerine étoilée, et d'un père, érudit respecté. La réalité, une danseuse de cabaret et un pilote automobile. Même sa foi juive, héritée de Barbara, fut une demi-mesure, aucune conversion officielle, juste une étiquette commode. Dans Prairie Tal, 2009, Melissa écrit « Ma mère, que j'aime profondément, réécrivait constamment l'histoire de ma vie dans un contexte familial compliqué. Divorce, beau enfant, dysfonctionnement, omission. J'ai passé l'essentiel de mon âge adulte à démêler le vrai du faux, surtout concernant mon identité. Le mariage de Paul et Barbara, déjà fissuré, explosa quand Melissa avait 6 ans. Barbara se remaria plusieurs fois, chaque union ajoutant une couche de chaos. Melissa grandit sous le poids d'un passé fabriqué, apprenant que la vérité est malléable à Hollywood. À cela s'ajouta le mystère de l'adoption. Ses parents prétendirent être stériles, pourtant Paul avait une fille d'un précédent mariage et Barbara tomba enceinte 2 fois après l'adoption, une fausse couche à 6 mois, puis la naissance de Sarah, sœur cadette de Melissa. « J'ai vécu dans l'ombre d'un mensonge », confie-t-elle. Cette manipulation précoce planta les graines d'une insécurité existentielle. Elle se souvient d'une phrase de sa mère. « On ne parle pas de ça. » Le silence devint sa première prison. L'éducation religieuse fut un autre mirage. Élevée dans la tradition juive sans rituel formel, Melissa découvrit plus tard que sa mère biologique était catholique irlandaise. « J'étais une juive de façade, une enfant sans racines claires », écrivit-elle. Cette absence d'ancrage identitaire la poursuivrait. À l'école, les camarades la surnommaient « la petite star », ignorant qu'elle rentrait dans une maison où les disputes éclataient comme des feux d'artifice. Paul, alcoolique chronique, alternait tendresse et colères imprévisibles. Barbara, obsédée par son image, imposait des régimes draconiens à sa fille adoptive dès l'âge de 7 ans. « Mange moins, brille plus », lui répétait-elle. Melissa auditionna pour La Petite Maison à 9 ans. Michael Landon, producteur et acteur principal, l'a choisi parmi des centaines. Le tournage devint son refuge. Sur le plateau, elle incarnait Laura Ingalls, fillette courageuse dans les prairies du Minnesota. Dans la vraie vie, elle était une enfant perdue dans un labyrinthe de secrets. Chaque épisode diffusé renforçait l'illusion. Pour le public, elle était Laura. Pour elle, c'était un rôle salvateur qui masquait la fracture intérieure. À 10 ans, elle découvrit par hasard une lettre de l'agence d'adoption. Le choc fut violent. « Pourquoi m'avoir menti ?» demanda-t-elle à Barbara. La réponse, pour te protéger. Protection ou contrôle, Melissa penchait pour la seconde option. Cette découverte marqua le début d'une défiance viscérale envers les récits familiaux. Elle commença à tenir un journal secret, y consignant ses doutes, ses peurs, ses colères. « Si je n'écris pas la vérité, qui le fera ?» nota-t-elle à 11 ans. Le divorce de ses parents, consommé en 1970, ajouta une couche de désordre. Paul déménagea, Barbara enchaîna les compagnons. Melissa devint la grande sœur, de fait pour Sarah et Jonathan, frères adoptifs plus jeunes. Elle apprit à cuisiner, à repasser, à gérer les crises de larmes de sa mère. À 8 ans, elle était déjà adulte. Hollywood, avec ses projecteurs, offrait une échappatoire. Mais le prix était lourd, chaque sourire devant la caméra coûtait une larme dans l'ombre.
La mort de Paul Gilbert, le mensonge qui brisa tout. Le 13 février 1976, Paul Gilbert mourut. Melissa avait 11 ans. On lui dit qu'une attaque cérébrale l'avait emportée dans son sommeil. Elle pleura, mais la version semblait cohérente. Des années plus tard, la vérité éclata. Suicide par arme à feu. Paul, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, souffrait de douleurs chroniques insoutenables. Il choisit de partir plutôt que de vivre diminué. Barbara cacha la réalité pour préserver sa fille. Dans Oprah, Where Are They Now? 2014, Melissa lâcha. Seules quelques personnes savaient que mon père s'était suicidé. J'ai arrêté de fonctionner pendant des semaines. Les 6 mois suivants furent un cauchemar. Insomnie, anorexie, crise de larmes. À l'école, elle fixait le vide. Sur le plateau de la petite maison, Michael Landon remarqua son apathie. « Parle-moi, gamine, » lui dit-il. Elle se confia partiellement, omettant le suicide. Le mensonge maternel devint une obsession. Pourquoi Barbara avait-elle inventé cette histoire? Peur du scandale? Oh! Melissa fouilla les affaires de son père, trouva des lettres évoquant sa dépression. Une phrase la hanta. « Je ne veux pas être un fardeau. » À 12 ans, elle comprit que l'amour paternel s'était mué en désespoir. Sur Instagram en février 2022, elle écrivit « J'ai aujourd'hui l'âge qu'avait mon père quand il est parti. J'aurais voulu qu'il connaisse l'amour d'un vrai partenaire, qu'il se sente écouté. » Ce post, liké des millions de fois, révéla la cicatrice toujours vive. Le suicide de Paul planta une peur viscérale de l'abandon. « Si même mon père m'a quitté, qui restera ?» se demanda-t-elle adolescente. Barbara, pour détourner l'attention, accéléra la carrière de Melissa. À 12 ans, elle tourna des publicités, des téléfilms. Le travail devint anesthésiant. Mais la nuit, les cauchemars revenaient. Paul ensanglanté, Barbara mentant. Elle développa une phobie des armes. Sur le plateau, elle refusait les scènes avec fusil, prétextant des migraines. Michael Landon, compréhensif, réécrivait les scripts. À 13 ans, Melissa confronta sa mère. « Pourquoi m'avoir menti sur papa ?» Barbara répondit « Tu étais trop jeune. » La réponse sonna faux. Melissa cessa de faire confiance. Elle commença à boire en cachette du vin volé dans le placard maternel. Rob Lowe, l'amour adolescent qui brûla trop vite. À 17 ans, Melissa rencontra Rob Lowe sur le tournage de Hôtel. Ce fut le coup de foudre. « J'étais affamée de lui », écrivit-elle dans Prairital. Leur relation passa de 0 à 100. Premier rendez-vous, fiançailles en 1986. Rob, membre du Brat Pack, incarnait le glamour. Melissa, star de la petite maison, cherchait l'amour absolu. Mais l'immaturité et la célébrité fissurèrent tout. Infidélité mutuelle, disputes explosives. Quand Melissa tomba enceinte, Rob paniqua. « Je ne suis pas prêt », lâcha-t-il. Ils rompirent. Peu après, fausse couche. « J'ai perdu mon bébé et Rob en même temps », confia-t-elle. La douleur fut abyssale. Dans une interview Today 2009, elle expliqua « Nous étions trop jeunes ». Rob devint un fantôme. Elle le croisait à des soirées, évitait son regard. La presse people spéculait. Melissa se mura dans le silence. Elle recommença à boire, seule dans sa loge. À 19 ans, elle tenta de reconstruire. Mais la perte du bébé la hantait. Elle développa une peur panique de la maternité. « Et si je perds encore ?» se demandait-elle. Cette angoisse influença ses choix futurs. Premier mariage, Bo Brinkman et la trahison. En 1988, Melissa épousa Bo Brinkman, acteur méconnu, 6 semaines après leur rencontre. Leur fils Dakota naquit en 1989. Mais le mariage fut un désastre. Alcool, jalousie, infidélité. Une nuit, Melissa descendit chercher du lait pour le bébé et trouva Bo avec une prostituée. « Qu'est-ce que tu regardes ?» grogna-t-il. Le divorce fut prononcé en 1992. Pourtant, elle écrivit « Sans Bo, je n'aurais pas Dakota, mon trésor. » La maternité devint son encre. Elle apprit à changer des couches entre 2 tournages, à chanter des berceuses malgré l'épuisement. Bruce Boxleitner, 16 ans d'illusion. En 1995, Melissa épousa Bruce Boxleitner. Leur fils Michael naquit en 1995. Les débuts furent chaotiques. Alcool, malentendus. Après une opération du dos en 2011, Bruce la laissa se débrouiller seule. Pourquoi accepter de ne pas être soutenue se demanda-t-elle. Divorce en 2011. Michael Landon, la perte du père de substitution.
Juillet 1991, Michael Landon meurt d'un cancer. Melissa, 27 ans, s'effondre. J'étais dévasté. Je restais au lit, rideau tiré, écrit-elle. Dépression sévère. Landon avait été son rock après la mort de Paul. Sa disparition raviva tous les traumas. L'addiction, le vin comme refuge. Fin des années 90, Melissa boit 2 bouteilles de vin par jour. Un soir, elle s'évanouit dans le lit du chien. Son fils Dakota la supplie. « Maman, arrête !» Elle entre en cure, rejoint les AA. Sobriété depuis 2009. Timothy Busfield, l'amour qui guérit. 2013, mariage avec Timothy Busfield. Vie simple à Howell, Michigan, puis New York, enfin les Catskills. Il l'aide à rénover leur cottage. Il m'écoute, dit-elle, la réinvention de star femme libre. À 60 ans, Melissa écrit, produit, cultive son jardin. Elle brise le silence sur ses traumas. Je ne suis plus Laura Ingalls. Je suis Melissa. Leçon d'une vie, résilience et vérité. Melissa enseigne que la vérité libère, que la vulnérabilité est force, que l'amour mature guérit. Son parcours inspire des millions. Les cicatrices invisibles, la santé physique comme miroir de l'âme. Après des décennies de stress accumulé, le corps de Melissa Gilbert commença à crier ce que son esprit avait eu pendant longtemps. À partir de la quarantaine, une série de problèmes de santé surgirent comme des rappels brutaux de son passé. Tout débuta avec une blessure au dos en 2001 lors d'un épisode de La Petite Maison revisité pour un spécial. Une chute anodine sur le plateau raviva une hernie discale latente. Les médecins lui diagnostiquèrent une dégénérescence vertébrale précoce, aggravée par des années de port de corset rigide pour incarner Laura Ingalls enfant. « J'avais 37 ans et un dos de septuagénaire », confia-t-elle dans Back to the Prairie 2022. La première intervention chirurgicale eut lieu en 2003, fusion vertébrale L4-5. L'opération fut un succès technique, mais la récupération fut un calvaire. Melissa dut porter un corset rigide pendant 6 mois, dormant à peine, dépendante d'antidouleurs opioïdes. J'étais terrifié à l'idée de devenir accro, avoua-t-elle. Ironiquement, c'est à cette époque que son consommation d'alcool augmenta, compensant la douleur physique par une anesthésie chimique. Bruce Boxleitner, son mari d'alors, minimisa ses plaintes. « C'est juste une opération. Remets-toi », lui lança-t-il un soir. Cette indifférence planta une graine de ressentiment qui grandirait jusqu'au divorce. En 2009, une seconde hernie apparut au niveau cervical. Cette fois, la chirurgie impliqua une greffe osseuse et une plaque en titane. Les complications post-opératoires furent sévères. Paralysie temporaire du bras gauche, infection récurrente. Melissa passa 3 mois en rééducation intensive, apprenant à nouveau à tenir une fourchette. J'ai pleuré en tenant mon fils Michael dans mes bras, incapable de le soulever, raconta-t-elle à People. Cette vulnérabilité physique fit écho à sa fragilité émotionnelle. Elle commença à voir son corps comme un journal de bord de ses traumas. Chaque vertèbre fissurée symbolisait un mensonge maternel, chaque cicatrice un deuil non résolu. À 50 ans, un nouveau diagnostic tomba. Hypothyroïdie auto-immune. Les médecins lièrent cela au stress chronique et à l'exposition aux produits chimiques sur les plateaux de tournage des années 70, lac pour cheveux cancérigènes, peinture toxique. Melissa dut entamer un traitement hormonal à vie. Mon métabolisme s'est effondré du jour au lendemain. J'ai pris 15 kilos en 3 mois, expliqua-t-elle. Hollywood, impitoyable, la relégua au rôle de mère fatiguée. Elle refusa, préférant s'éloigner des caméras. La ménopause précoce à 48 t'en fut un autre coup. Bouffée de chaleur sur les plateaux, insomnie chronique, dépression hormonale. J'avais l'impression que mon corps me trahissait comme tout le reste, écrivit-elle. Elle consulta des spécialistes en médecine intégrative, adoptant un régime anti-inflammatoire, curcuma, oméga 3, méditation quotidienne. Petit à petit, elle reprit le contrôle. En 2015, une fracture de stress au pied lors d'une randonnée dans le Michigan la cloua au lit pendant 8 semaines. Timothy Busfield, fraîchement marié, transforma leur maison en centre de rééducation. Il installa des barres de soutien, prépara des smoothies verts, lisait à voix haute ses mémoires en cours. Pour la première fois, quelqu'un prenait soin de moi sans attendre quelque chose en retour, nota TL. Cette période marqua un tournant. Melissa comprit que la guérison physique nécessitait d'abord une guérison émotionnelle. Aujourd'hui, à 61 ans, elle gère une polyarthrite rhumatoïde naissante avec des injections bimensuelles et du yoga adapté. Mon corps est une carte routière de ma vie. Chaque douleur me rappelle que j'ai survécu, déclare-t-elle. Elle a créé une fondation pour les anciens enfants acteurs souffrant de troubles musculo-squelettiques,
finançant des thérapies alternatives. Son mantra « Écouter son corps, c'est enfin s'écouter soi-même ». La maternité sous les projecteurs, élever des enfants dans l'ombre de Laura Ingalls. Devenir mère transforma Melissa plus profondément qu'aucun rôle. Dakota Paul Brinkman naquit le 1er mai 1989, fruit de son mariage chaotique avec Bo Brinkman. L'accouchement fut difficile, 22 heures de travail, césarienne d'urgence. Quand on a posé Dakota sur ma poitrine, j'ai oublié Hollywood, écrivit-elle. Mais la réalité rattrapa vite. Les paparazzi campèrent devant la maternité. Le premier cliché de Dakota, pris à travers une vitre, fit la une de Star Magazine avec le titre « Le bébé secret de Laura Ingalls ». Élever un enfant sous l'œil public fut un défi constant. Melissa refusa les contrats publicitaires pour Dakota, contrairement à d'autres enfants stars. « Je ne voulais pas qu'il soit un produit », expliqua-t-elle. Pourtant, les comparaisons étaient inévitables. À l'école, les camarades demandaient « Ta maman est vraiment Laura ?» Dakota, timide, rentrait en pleurs. Melissa organisa des journées sans Laura. Pas de télévision, pas de photos, juste des jeux de société. En 1995, Michael Garrett Boxleitner naquit. Cette fois, Melissa était plus préparée. Elle engagea une nounou de confiance et limita les sorties publiques. Mais la presse continuait. Un magazine publia une photo volée de Michael bébé avec la légende « Le nouveau Charles Ingalls ». Melissa porta plainte et gagna. L'argent servit à créer un fonds éducatif pour ses fils. La culpabilité maternelle la rongeait. Les tournages l'absentaient des semaines. Elle compensait avec des rituels, lettres quotidiennes glissées dans les cartables, appels fast-timer fixes. Je ratais les spectacles scolaires, mais j'étais là pour les crises d'asthme à 3 heures du matin, confia-t-elle. Dakota développa une allergie sévère aux arachides à 4 ans. Melissa apprit à lire les étiquettes comme une détective, refusant tout contrat impliquant des déplacements longs. À l'adolescence, les garçons rebellèrent. Dakota, 15 ans, fut surpris en train de fumer du cannabis. « Tu nous as élevés dans la peur des paparazzi, mais tu n'étais jamais là », cria-t-il. Melissa arrêta net sa carrière théâtrale pour 6 mois, s'inscrivant à des ateliers parentaux. Elle apprit à dire « non » au producteur. Michael, plus introverti, souffrit d'anxiété sociale. Un thérapeute diagnostiqua un « syndrome de l'enfant caché », peur d'être aimé pour son lien avec une star. Melissa l'inscrivit à un camp d'été sans célébrité. Il revint transformé. En 2013, Timothy Busfield entra dans leur vie comme un beau-père bienveillant. Il organisa des week-ends pêche, loin des caméras. Dakota, alors 24 ans, appela Timothy « papa » pour la première fois lors d'un barbecue. Melissa pleura en cachette. Aujourd'hui, Dakota est producteur indépendant. Michael étudie l'ingénierie environnementale. Aucun n'a choisi le métier d'acteur. Mission accomplie, dit Melissa en riant. Elle a écrit un livre pour parents d'enfants stars, Résumement in Hollywood. Dedans, elle conseille « protéger leur enfance comme un trésor. Le reste viendra ». La spiritualité retrouvée de l'illusion religieuse à la connexion tertielle. Melissa Gilbert grandit dans un judaïsme de façade, bar mitzvah sans conviction, fête de Pessa sans âme. Sa mère adoptive, Barbara, imposait les rituels pour l'image, pas pour la foi. On allumait les bougies, on mangeait la matzah, puis on parlait contrat publicitaire, ironisa Melissa dans Back to the Prairie. À 15 ans, elle rejeta tout en bloc. Si Dieu existe, pourquoi tant de mensonges dans ma vie, se demanda-t-elle après le suicide de son père. Les années 80 furent tâtées et matérialistes. Succès, alcool, relations toxiques comblèrent le vide spirituel. Mais la fausse couche avec Rob Lowe en 1987 fissura sa carapace. Allongée dans une chambre d'hôpital stérile, elle murmura « Si quelqu'un m'entend, aidez-moi ». Rien ne vint. Ou peut-être que si, une infirmière lui glissa un livre de poèmes de Rumi. Melissa le lut en cachette, soulignant les vers sur la douleur comme porte vers la lumière. Dans les années 2000, en pleine addiction, elle croisa la route d'un gourou New Age à Los Angeles. Séance de méditation transcendantale, Christo, régime détox. J'ai dépensé 50 000 $ pour trouver la paix dans un bol chantant, avoua-t-elle en riant. Rien ne dura. L'alcool reprit le dessus. Le vrai tournant vint en 2011, lors de sa rupture avec Bruce Boxleitner. Écrasée par la dépression, elle erra dans les bois près de sa maison du Michigan. Pieds nus dans la neige, elle hurla vers le ciel. Puis elle s'assit sous un chêne centenaire et pleura. Pour la première fois, je n'attendais rien de personne, ni Dieu, ni gourou,
ni Marie, raconta-t-elle. Dans ce silence, elle sentit une présence. Pas une voix, pas une vision, juste une chaleur dans la poitrine. J'ai compris que le divin n'était pas là-haut, mais ici, dans la terre, dans mon souffle, dans mes larmes. Elle commença à pratiquer une spiritualité minimaliste. Chaque matin, dans les Catskills, elle marche jusqu'à un ruisseau. Elle y dépose une pierre pour chaque gratitude. Merci pour Timothy. Merci pour la sobriété. Merci pour ce corps qui tient encore. Pas de dôme, pas de livre sacré, juste un rituel personnel. Elle appelle ça « ma religion des cailloux ». En 2018, elle rencontra une chamane amérindienne lors d'un festival écologique. La femme, nommée Rising Sun, l'invita à une cérémonie de hutte de sudation. Melissa entra terrifiée, la chaleur, l'obscurité, les chants. Elle ressortit en pleurs, ayant revécu la mort de son père. « J'ai enfin dit au revoir à Paul », confia-t-elle. Depuis, elle participe à des cercles de femmes autochtones apprenant les plantes médicinales, les chants de guérison. Sa spiritualité imprègne désormais tout. Dans son jardin, elle plante selon les phases lunaires. Elle médite en binant les carottes. Elle écrit des poèmes qu'elle enterre sous les arbres fruitiers. « La terre est mon église, le vent mon prêtre », dit-elle. Elle anime des retraites, spiritualité prairie, dans sa cabane. Pas de gourou, juste des cercles de partage. Les participantes apportent une pierre de leur région. Ensemble, elles construisent un cairn collectif. Chaque pierre est une histoire. Chaque histoire est sacrée, explique Melissa. À 61 ans, elle n'a plus besoin de nommer Dieu. Je le sens quand je coupe du bois, quand Timothy me prend la main, quand un ancien enfant star me dit merci. La spiritualité, c'est vivre en vérité. Prairital, 2009, fut un exorcisme. Melissa y dévoila tout, adoption, suicide paternel, fausse couche, addiction. Le livre resta 20 semaines dans la liste des best-sellers du New York Times. Les critiques louèrent sa franchise. Enfin une star qui ne ment pas, écrivit le Washington Post. Back to the Prairie, 2022, narra sa vie dans les Catskills avec Timothy. Moins dramatique, plus poétique. Elle y décrit la rénovation de leur cottage, les saisons qui passent, la paix retrouvée. J'écris pour me souvenir que j'ai survécu, explique-t-elle. Un troisième livre est en préparation, The Body Remember. Il explorera le lien entre trauma et santé physique. Melissa collabore avec des neuroscientifiques pour expliquer comment le stress infantile altère le système nerveux. Mon dos cassé est la preuve vivante que le corps garde la mémoire, dit-elle. À 61 ans, Melissa anime un podcast, On the Prairie, où elle interviewe d'anciens enfants stars. Elle a créé un réseau de soutien pour les acteurs retraités, organisant des retraites dans les Catskills. On parle, on pleure, on rit. Et on guérit ensemble, résume-t-elle. Son jardin potager alimente une banque alimentaire locale. Chaque tomate plantée est un acte de réparation. J'ai passé ma vie à jouer un rôle. Aujourd'hui, je cultive ma vérité, déclare-t-elle. Son message final, la résilience n'est pas l'absence de douleur. C'est la capacité de planter des graines dans la terre brûlée. De l'enfant adopté dans un cocon de mensonges à la femme souveraine qui cultive son potager dans les Catskills, Melissa Gilbert a traversé les tempêtes les plus violentes pour enfin accoster sur une rive de paix authentique. Son parcours n'est pas celui d'une héroïne de série télévisée aux rebondissements prévisibles. C'est l'histoire brute d'une survivante qui a osé démonter les illusions une à une. Les récits maternels truqués, les amours destructeurs, les addictions sournoises, les corps brisés par le stress et les projecteurs. À 61 ans, elle n'incarne plus Laura Ingalls, elle est Melissa, tout simplement auteure, productrice, activiste, jardinière, épouse aimante, mère fière, citoyenne engagée. Chaque cicatrice, chaque livre, chaque clinique mobile financée dans le Midwest rural, chaque podcast où elle donne la parole aux oubliés d'Hollywood, témoigne d'une vérité essentielle. La résilience n'efface pas la douleur, elle la transforme en lumière. Melissa nous enseigne que guérir, c'est d'abord oser nommer ses ombres, puis planter des graines dans la terre encore fumante des incendies passés. Alors, quand vous regarderez un vieil épisode de La Petite Maison dans la Prairie, souriez à la petite Laura qui court dans les champs, mais pensez aussi à la femme qui, des décennies plus tard, a su transformer ses larmes en tomates juteuses, ses silences en paroles libératrices, ses illusions en vérité nue. Son message final résonne comme un appel universel. Peu importe les mensonges qu'on vous a fait avaler, vous avez le pouvoir de réécrire votre histoire. Plantez, parlez, aimez, pardonnez et surtout, vivez. Merci d'avoir suivi ce voyage. À votre tour, quelle illusion allez-vous briser aujourd'hui?
Partagez-le en commentaire et continuons ensemble à faire pousser la résilience.